Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours, qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui cherchent leur voie, qui cherchent du sens. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Je viens de Siers, en Haute-Savoie, entre lac et montagne. Voilà, d'une famille bien connue sur Siers, entrepreneur. Et voilà, j'ai toujours eu à cœur de m'investir sur cette commune. Hmm. Et si on vient un petit peu sur ton parcours, quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? Eh bien, paraît-il que quand j'avais 9 10 ans, je ne sais pas trop quel âge, j'ai dit à mes parents, je veux être directrice de crèche. Et je veux que la crèche soit sur Siers parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crèche sur Siers. Et c'est vrai que je me suis toujours vue, travailler auprès des enfants parce qu'ils étaient vrais, authentiques, parce que je trouvais qu'ils avaient besoin qu'on soit là pour eux. Hmm. Donc voilà. Et quels ont été tes choix, du coup, tes choix d'orientation au niveau bac ou avant bac? Alors du coup, bah, vu que j'avais l'idée, assez tôt, ben, je suis allée voir la conseillère d'orientation. On m'a Hmm. dit, bah, qu'il fallait faire infirmière et là, du coup, j'ai dit infirmière, mais moi, je serais pas capable, voir du sang, voir des morts, enfin, je m'imaginais pas du tout, infirmière. Mais en même temps, j'avais tellement envie d'être directrice de crèche, de monter ce projet que, je me suis dit: «Bon, bah, faut tenter» et du coup, je suis partie, faire, 3 ans et demi d'école d'infirmière sur Lyon et puis après j'ai fait ma spécialisation d'infirmière puéricultrice et puis j'avais quand même un truc où je voulais absolument faire de l'humanitaire. Donc du coup, j'avais choisi d'aller à Lyon pour être à la Croix-Rouge et puis pouvoir partir à Madagascar et puis après on est parti en brousse et puis après, à l'école de puériculture, on est allé en Roumanie, dans un orphelinat en Roumanie. Voilà, voilà. En combien de temps? Alors Madagascar, on est resté, 1 mois et puis, la Roumanie, on avait fait un séjour, d'1 semaine ou 15 jours, je sais plus. Hmm. Voilà, c'était passionnant, Ah bah, j'imagine. humainement et professionnellement aussi. Hmm. Et si on revient un petit peu sur le contenu de ta formation, que ce soit au niveau alors, infirmière et puis cette spécialisation en puéricultrice, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Alors la formation d'infirmière, elle est géniale, enfin à l'époque, elle était géniale, excusez-moi, je trouve que la formation actuelle est voilà, bref, ils font pas assez de stages. Nous, à l'époque, c'était un mois de stage, un mois d'école, un mois de stage, un mois d'école. Donc en fait, Mm. on a fait, énormément de stages. Mm. On faisait, en santé publique, on faisait à l'hôpital, on faisait, en crèche, on faisait en EHPAD, on faisait en psychiatrie, enfin on faisait un petit peu partout. Et du coup, bah, multiplié par, 3 années, ben, ça fait beaucoup de stages, beaucoup de lieux et puis du coup, ça nous permet, clairement d'affiner aussi notre projet, et puis clairement d'avoir, de la pratique aussi. Et du coup, finalement, ce qui était assez dingue, c'est que j'ai de suite aimé, même si mon premier stage, c'était un stage en psychiatrie. Moi, je venais de mon petit bled, j'étais à Lyon, j'imaginais que, la psychiatrie, c'était dans un service, comme, chez nous au Morillon et là, vous vous retrouvez dans un petit village dans la ville, au Vinatier avec, plein de pavillons et tous ces pavillons sont remplis de personnes qui ont des soucis, psychiatriques. Donc, de tout âge, avec toute pathologie. Ouais, je me rappelle de ce premier jour où c'était vraiment terrifiant avec des gens avec des camisoles, enfin voilà, c'était un environnement, bien particulier et finalement, le premier jour, je me disais: «Mais comment je vais tenir? C'est ça le travail d'infirmière?» et puis finalement, à la fin du mois, j'ai adoré. Je savais que j'allais pas retourner travailler en psychiatrie, mais ça a toujours été un domaine qui me plaisait quand même beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que j'ai aimé tous les services, en fait. Tous les endroits, ont été, porteurs de sens, de liens, Mm. tout il y avait des utilités partout, quoi et j'ai toujours, voilà, la gériatrie, j'aimais beaucoup, mais j'étais incapable d'y travailler parce que je n'aimais pas les conditions de travail. Hem, mais voilà, voilà et puis après, je me suis clairement rendu compte que même si j'aimais tout, c'était pas grave de rester infirmière, mais j'avais quand même cette fibre,
ce besoin d'être auprès des enfants. Donc du coup, j'ai fait le concours et j'ai fait une année de plus sur Lyon, à Rockefeller. Et puis ben là, c'est plus spécifique pour les enfants. Donc en fait, là, on devient une infirmière spécialisée pour les enfants. Et puis la particularité, c'est qu'on voit aussi pour être directrice de crèche, pas énormément, mais on a quand même des cours. Et puis pour travailler en PMI, en protection maternelle d'enfance. Euh, et du coup, protection maternelle et infantile, pardon. Je vous disais, il y a un truc. Et voilà, et cette année, ben voilà, ça a confirmé mon choix de travailler auprès des enfants. Et puis après, ben, vu que j'avais fait que des endroits très spécialisés, très spécifiques, c'est l'avantage de faire ses études dans une grande ville, Mm. ben, j'avais fait mon stage près de chez moi, à Ambilly à l'époque, à l'hôpital d'Ambilly. Et j'ai de suite eu ce coup de cœur pour ce service polyvalent, ce service de proximité où on avait de tout, toute pathologie. Et puis une ambiance vraiment fantastique. Et puis du coup, j'ai postulé là-bas, j'ai de suite été prise là-bas, et puis j'y suis restée une quinzaine d'années. Entre-temps, on a déménagé pour aller au centre hospitalier Alpes-Léman, et ça restera, voilà, un métier. Voilà, quand on me dit, comment on dit, c'est une vocation? Non, sincèrement, c'était pas une vocation. Moi, je suis allée parce que j'avais une autre idée en tête. Et finalement, j'aurais clairement pu y faire carrière parce que j'adorais clairement ce métier. C'était passionnant. En plus, c'était varié. Voilà, au départ, on avait les urgences. Ensuite, il y avait la néonatologie avec les prémas. Ensuite, on passait auprès des ados avec, ben voilà, la crise d'adolescence qu'il pouvait y avoir. Enfin, voilà, c'était clairement passionnant. Et très formateur humainement et même physiquement parce qu'on courait souvent. Oui. Ah bah, j'imagine. Donc là, tu étais infirmière puéricultrice. Ouais, là j'étais infirmière puéricultrice. Ouais. Ok. Et comment est-ce que tu as évolué ensuite par la suite? Toi qui t'étais formée quand même à directrice en puériculture. Ouais, alors du coup, finalement, l'école n'était pas très. Enfin, on n'apprend pas grand-chose, quoi, Ok. sur le management, la direction, enfin tout ça. Enfin, ouais, à l'époque, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas souvenir. Et puis, je savais que c'était pas tout de suite. J'avais ce truc, vu que j'aimais tellement être infirmière à l'hôpital, parce que c'était varié, parce qu'il n'y avait pas un jour pareil, parce que on pouvait vivre des choses Mm, atroces et en même temps des choses tellement magnifiques. mm, Euh, donc, euh, donc ouais, ouais. Et puis aussi, oui, il y avait une équipe formidable voilà, on partageait autant dans la vie de tous les jours qu'au travail. mm, Voilà, donc il y avait aussi toute cette force-là, quoi, ce soutien, Ouais, on a vécu des choses difficiles, mais on a aussi monté des projets de dingue. Moi, je me rappelle quand on a déménagé et qu'on est allé au Châle, on perdait en qualité de prise en charge pour moi, parce qu'on partait d'un vieil hôpital très mal foutu, enfin voilà, pas très aux normes, et on arrivait dans un truc magnifique, tout neuf, tout bien parfait, sauf que pour accéder à l'enfant, il y avait deux portes avec un hublot, enfin, alors qu'avant tout était ouvert, donc on les voyait, on n'avait pas besoin mm. de les réveiller s'ils étaient. Enfin voilà. Donc il y avait plein de petites choses comme ça, et du coup on a mis un projet d'humanisation des soins en place. Et ça a été fantastique parce que on s'est mis à hauteur d'enfant, on a réfléchi sur la déco, sur la prise en charge, et moi je suis arrivée toute ma vie à faire un sondage urinaire à une petite qui a 2 ans, qui est en position gynécologique, et qui se rend même pas compte que je suis en train de la sonder parce qu'elle est en train de chanter avec ma collègue et que ma collègue est en train de faire des bulles. Ben voilà, c'était magique. Moi, j'ai commencé à infirmière à l'époque, on enroulait, enfin quand les enfants bougeaient trop, on les enroulait dans un drap et on leur sortait juste le bras. C'était horrible, quoi. On était des tortionnaires, quoi. Et là, du coup, ben non, on va prendre l'enfant, on va pas le traumatiser parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés par l'hôpital. Donc, ouais, on avait tout pensé. On avait fait un album pour expliquer, pour raconter l'histoire d'un enfant qui allait passer au bloc. Et puis j'avais fait faire des dalles avec des pattes de nounours. Et puis on suivait pour aller retrouver le nounours qui était en salle de bloc. Enfin voilà, plein plein de choses pour humaniser les soins, pour se mettre à hauteur d'enfants. Et puis il y avait moins de départs aussi parce qu'en fait on se rend compte aussi quand on est infirmière puéricultrice, quand on devient maman.
Et ben, des fois, voilà, j'ai pas mal de collègues qui disaient: «Non, je peux plus voir s'ouvrir un enfant, je peux plus». Moi, c'était tout l'inverse. C'était justement parce qu'il y a des enfants qui s'ouvrent, justement parce qu'il y a des enfants malades. Si ma fille, elle doit venir un jour ici, je veux que ce soit au top. Mmh. Donc on avait mis plein de projets, en place et ça nous aide à tenir. Il y avait une reconnaissance de dingue, pas de notre direction, ça c'est clair. Je me rappelle ma cadsup qui m'avait dit: «Madame Cabu, vous êtes pas payée à jouer». J'avais dit: «Mais vous croyez qu'on est en train de jouer là?» Donc voilà, il y avait des choses, voilà, c'était mais bon, très, très heureuse d'avoir mis, tout ça en place avec une équipe qui était au top. Et comment est-ce que ça a évolué? Donc, tu as été infirmière pendant un certain nombre d'années. Donc tu disais 15 ans en particulier dans une structure. Comment est-ce que tu as évolué en termes de poste? Alors ensuite, en voilà, mon rêve, enfin j'avais très envie de faire, de l'hôpital du jour et puis en fait on faisait hôpital du jour, on passait, de nuit, on passait en néonat, on passait en pédiatrie, enfin bon, c'était toujours très voilà, on changeait souvent de poste et puis la vie a fait que, bah, j'ai été contactée par, le maire de Sciez de l'époque, qui est venu me dire, «Ouais, j'aimerais bien que tu rentres sur ma liste électorale». Alors moi, honnêtement, je venais d'avoir ma première re j'étais en mode: «Ah mais moi je m'en fous de la politique». Enfin vraiment, j'avais pas voilà, j'avais pas du tout envie. Il me dit: «Mais» je lui dis: «Pourquoi?» Alors, bah, évidemment, mon nom de famille, l'intéressait. Il avait vu mon frère qui lui avait dit, «Mais Flo, elle avait ce projet-là» et il voulait monter une crèche, sur Sciez donc bah, du coup, moi, je me suis dit: «Ouais, tiens, ça peut être intéressant». Au début, il voulait que je sois adjointe. Je dis: «Non, non, pas adjointe parce que je veux un deuxième enfant, parce que c'est» enfin voilà, ma priorité, c'est ma famille et puis, Mmh. ben, j'étais quand même bien prise à l'hôpital, hein. À l'époque, on était passé en 12 heures. Donc voilà, j'ai été adjointe, je me suis ultra investie, pour, les enfants, pour la commune, on a mis aussi, beaucoup de choses en place avec, l'adjointe de l'époque et puis, bah, c'est dans ce cadre-là que, bah, j'ai repensé à ce projet-là où je disais: «Ah bah, ouais, je voulais être directrice de crèche». Donc du coup, moi, je me suis investie, bah, comme j'ai l'habitude d'être, c'est-à-dire je me suis investie, à fond parce que je suis une passionnée et puis, bah, voilà mon 50 parce qu'à l'époque, j'avais eu ma deuxième, bah, je l'ai passé sur, heu, l'investissement de cette structure, du premier questionnaire jusqu'à, aller visiter, X crèches à droite à gauche pour prendre les meilleures idées et puis monter le projet avec les élus. Et puis après, s'est posé la question, ben, d'y aller y travailler ou pas. Et puis, ça a mis quand même 8 ans avant, d'arriver. Moi, entre-temps, j'ai arrêté d'être élue municipale parce que je j'avais pas le caractère, j'étais trop entière, trop voilà, donc j'ai préféré, arrêter. Et puis, ils m'ont quand même, sollicitée en disant: «Mais avec tout ce que tu as fait, est-ce que tu viendrais pas y travailler?» et et puis, ben, je voyais bien que l'hôpital me plaisait toujours autant, mais que j'y laissais un peu ma santé, dans le sens où il fallait faire des nuits et les nuits, ben, c'était compliqué parce que je m'endormais sur la route et au bout du troisième endormissement, je me suis dit: «Bon, tu as une occasion, de dingue là, d'être directrice d'une structure, où tu as un peu tout pensé, hem, ben, c'est le moment ou jamais d'arrêter les nuits, c'est le moment ou jamais d'arrêter les week-ends, d'être, Mmh. plus présente». Voilà, mon mari avait très envie aussi parce qu'on avait des horaires aussi un peu, de dingue. Il était pompier, volontaire donc entre mes gardes, ses gardes aux pompiers, enfin voilà, c'était un peu chaud. Donc voilà, je me suis dit: «Bon allez, je quitte, l'hôpital». Ça a été douloureux. Je pense que j'ai pleuré pendant au moins un mois. À chaque fois que je prenais la route, je me disais: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais?» et en même temps, ça m'animait, d'aller ouvrir cette crèche, de 60 enfants et ouais, c'était tout neuf, tout beau, tout enfin voilà il y avait tout à faire donc en même temps, très, très emballée. Mais c'est vrai, ça a été un deuil, hein, de quitter Mmh. la pédiatrie. Et donc comment ça s'est passé, au niveau de la Et direction de cette ben crèche? et ben, du coup, je suis arrivée, bah, avec toute ma passion. On a fait le recrutement. Les 6 premiers mois ont été, top pour les équipes. Je l'ai su, plus tard et moi, très vite, ça a été compliqué. Très vite, ça a été compliqué parce que, je me suis retrouvée à aménager la crèche toute seule.
donc un bâtiment de je sais plus combien de mètres carrés. Voilà, je me suis trouvée enfin, je faisais des inscriptions, enfin, il y a eu déjà une charge de travail, de dingue. Alors moi, ça a jamais été, le travail, ça m'a jamais fait peur, mais c'était déjà très dysfonctionnel parce que mon directeur au-dessus de moi, le directeur de l'association, ben, voilà, était pas très large. Moi, pour exemple, j'ai ouvert la structure, j'avais pas d'ordinateur, hein. J'avais ramené mon ordinateur à moi, j'avais ramené mon imprimante. Les équipes ont ouvert, oui, on avait une structure magnifique, mais en coulisses, c'était bien plus compliqué que ça parce que, bah, voilà, ils m'avaient pas mis de budget parce que je commençais, que j'avais pas assez d'expérience. Donc du coup, ils géraient tout et puis très vite, je me suis rendu compte que, ben, il y avait un souci de management et puis avec les années, je me suis rendu compte que c'était un pervers narcissique manipulateur et du coup, ben, il nous a dézingués. Je dis «nous» parce qu'on a été, plusieurs, dans ce cas-là. Moi, j'ai pas voulu lâcher parce que j'ai un fort caractère et justement parce que j'avais un fort caractère, les gens avaient du mal à imaginer, ça. Moi, j'ai voulu le dénoncer et puis, en fait, en le dénonçant, bah, je suis devenue le problème. Je suis devenue le problème parce qu'il fallait pas que ça se sache. C'était une crèche, il fallait pas voilà. Donc du coup, bah, je suis partie dans des procédures. Je suis surtout tombée malade. J'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression grave avec des envies, clairement suicidaires. Voilà. L'incapacité de sortir de chez moi, d'aller faire mes courses, moi qui adorais ma commune. L'incapacité, je me rappelle, une amie était venue avec moi, on était allé marcher à Coudray où franchement il y a personne et là on voit une voiture arriver et c'était la même voiture que mon directeur et le truc complètement irrationnel, je l'attrape par la main et on se cache dans le fossé. Elle m'en parle encore, je pense que pour le coup je l'ai traumatisée, mais voilà, c'était devenu un truc complètement dingue. On m'a demandé de me taire, on m'a demandé, enfin voilà, ça a été une période extrêmement, difficile. J'ai pas voulu lâcher, du coup il est parti, enfin il a été remercié, et puis après moi c'était inconcevable, c'était mon troisième enfant, c'était inconcevable que ça reste comme ça, donc j'ai voulu y retourner. Très mauvaise idée, ne jamais retourner dans un endroit où on a été harcelé, parce que du coup, ben, vu que j'avais porté plainte, il avait, augmenté les salaires des filles, il y avait plus de cadre, plus rien du tout, donc moi je suis revenue comme je suis, à recadrer, à restructurer. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas que je revienne étant donné, ben, comme c'était facile et du coup, voilà, j'y suis retournée et puis j'ai recraqué au bout de 9 mois et là, bah, là, j'étais au bout de ma vie en me disant: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?» Pourquoi je me suis tellement investie? Pourquoi, on en arrive là? Pourquoi ça a clairement marché? Parce que tout était nickel. Mmh. Parce que j'ai toujours tout fait pour protéger les parents et les enfants. Je me souviens, j'avais eu la PMI qui m'avait dit: «Oui, on s'inquiète pour vous». Je dis: «Ben oui, je vous ai alerté il y a 2 mois et demi pour vous dire que j'étais seule pour gérer une structure, avec une centaine de familles, que j'avais plus d'adjoint, que je pouvais plus prendre de congés, que» enfin voilà et puis, ben, là, vous venez, pour me faire un contrôle, très bien, mais j'ai besoin de réponses. Comment je fais moi? Je dormais plus, j'allais plus pisser, je mangeais pas, enfin c'était une catastrophe et je disais: «Il faut que je tienne parce que dans un mois la crèche elle est fermée, pour les vacances, il faut que je tienne» et là on m'a dit: «Mais vous risquez de tomber malade, c'est pas la bonne idée». Je dis: «Mais OK, mais je vous demande depuis un mois, 2 mois, comment je fais? Ma direction s'en fout». Je me rappelle un jour où j'ai pris, un congé, mon nouveau directeur est arrivé en disant: «Mais moi j'ai pas le diplôme, hein, vous pouvez pas moi je fais comment?» Ouais, vous avez accepté mes congés, donc à un moment donné bref, c'était ultra dysfonctionnel, je pourrais en écrire un livre Oui, oui. Bon. et du coup, voilà, je m'en souviens être au médecin et dire: protégez-moi de mon travail». Parce que je savais pas me protéger de mon travail, en fait, j'étais trop investie, trop à fond, trop voilà et même si c'était dysfonctionnel, même si, on me faisait croire n'importe quoi, que je travaillais pas assez, que, ça n'allait pas, enfin, voilà, c'était très malsain et du coup, ben, voilà, il a fallu que je me reconstruise après avec ça, avec une procédure qui a duré, plus de 7 ans, que j'ai d'abord perdue au prud'homme. Heureusement, j'étais suivie par un psychiatre qui m'avait dit: vous perdrez, mais il faut aller jusqu'au bout parce que, vu tout ce que vous avez fait, cette reconnaissance, vous en avez besoin et il faut aller au bout».
Mais j'ai quand même eu beaucoup de mal, hein, à accepter que j'avais perdu, alors que j'avais un dossier comme ça gros, une centaine de témoignages de personnes qui avaient prouvé la personne que j'étais, parce qu'il fallait prouver la personne que j'étais. Et eux, ils avaient deux petits témoignages, deux. Et j'avais quand même perdu, mais je savais, il y avait une sphère politique, une sphère, enfin voilà, donc bon, il y a ça c'est j'ai voilà, j'ai fait appel et j'ai heureusement gagné. Mais même en gagnant, voilà, hein, ça résout pas tous les problèmes que ça a pu engendrer, hein, sur, ma famille, sur mon couple, sur mes enfants, enfin voilà, il y a plein de dommages, collatéraux, hein, quand une maman est déprimée, quand une maman va pas bien, quand une maman comprend pas ce qui se Mmh. passe. Et puis, ben, on m'a licenciée pendant mon arrêt de travail. On venait de me dire: «Non, non, vous inquiétez pas» et ben, bam, on m'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Ça a été la chose je pense la plus douloureuse, par une femme, qui m'avait encensée 3 mois plus tôt auprès du nouveau directeur et là qui me disait droit dans les yeux: «Vous avez aucun savoir-faire et aucun savoir-être». OK, c'est normal que vous terminiez comme ça. Donc ça a été très douloureux. Donc voilà, j'ai clairement été, un peu, démentalisée quand on tombe sur des personnes, qui nous harcèlent, voilà, à un moment donné, on doute de soi. Après, on tombe jamais sur eux par hasard. Heu et et voilà et puis, ben, un mois après mon licenciement, j'avais pleuré toute la journée. Je sens une petite boule, enfin, je sens un un courant électrique dans le sein et du coup, je fais ça et là, je sens, cette tumeur qui est là et là, je dis à mon mari, «Bon, bah, c'est bon, ils vont avoir ma peau» et je me rappelle, être partie, dormir, en larmes. Et étonnamment, j'ai dormi. Ça faisait des mois que je dormais plus et là, le truc de fou, j'ai dormi 12 heures d'affilée et là, je me réveille et c'est comme si, il y avait une autre flow qui s'était levée. Là, c'est, ta santé, c'est ta priorité, tu as 2 enfants, tu as un mari, enfin, focus sur ta santé et du coup, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai appelé, un grand ami, il m'en restait un sur la mairie, en lui disant, «Essaye de me récupérer ces témoignages-là». Une amie, de pédiatrie en lui disant, pareil et puis, ben, là, j'ai lâché cette histoire de vengeance, enfin, je l'ai mis de côté et c'était d'autres personnes qui géraient pour moi de récupérer ces témoignages. Évidemment, quand on m'annonce que j'ai peut-être un cancer, ben, évidemment, il y a aussi des gens qui ont finalement écrit alors qu'ils auraient pas écrit donc voilà, ça aussi, ça en dit long aussi sur plein de choses et puis voilà et puis, ben, voilà, après, ben, voilà, hein, c'est quand même un tsunami, hein, qui vous tombe dessus mais étonnamment, mon corps avait lâché. C'est un truc de fou. Je me souviens, quand j'ai appelé mes amis en disant: «Voilà, si vous pouvez faire ça pour moi». L'après-midi, je suis allée faire la sieste alors que j'avais jamais fait la sieste de ma vie et et là, je comprenais pas. Je me rappelle avoir appelé mon psychiatre en disant: «Docteur, je vais devenir dingue, il y a un truc qui est trop bizarre. Je pense que j'ai un cancer, j'ai pas encore le diagnostic, mais voilà, vu mes antécédents, c'est sûr». Et en fait, je dors, je sais pas, je sais pas comment vous l'expliquer. Il me dit: «Mais madame qui a bu, vous avez tellement stressé, vos défenses immunitaires étaient complètement, dans les chaussettes. C'est un peu logique qu'il y ait une petite cellule qui est vrillée et que voilà et ça va aller parce qu'avec la force que vous avez, ça va aller». Mais voilà, je suis pas étonnée et ça, c'est resté dans ma tête et du coup, c'est ça aussi qu'après la maladie, j'ai voulu comprendre. J'ai dit: «Mais comment c'est possible avec l'énergie que tu as? Comment c'est possible tout ce que tu fais? Qu'à chaque fois que tu lui laisses des plumes, c'est pas logique». Enfin voilà et donc bah, voilà, j'ai eu 6 mois de chimio, l'opération, la radiothérapie, l'ablation des ovaires parce qu'entre-temps, on a su que j'avais le gène qui favorise les cancers du sein et des ovaires. Enfin bon, voilà, donc une année de traitement, mais cette année de traitement, m'a permis de découvrir la région, m'a permis de de reconnecter avec la nature, de reconnecter enfin voilà, moi j'étais une abrutie du travail, excusez-moi du terme, mais Mmh. une abrutie du travail et je ne voyais pas, moi, les gens qui s'émerveillaient devant des fleurs, j'étais là: «Mais ils ont pas autre chose à faire?» Mmh. Enfin bon, enfin j'étais en mode focus travail, travail et et là, bah, ouais, on découvre Ovoré, ce magnifique lac, cette Dandoche, enfin, c'était incroyable, la Flo d'avant et la Flo, de maintenant. Mmh. Donc du coup, ça a été, découvrir l'instant présent parce que la maladie, elle vous oblige à ça. Ça a été, prendre soin de soi parce qu'il faut et
et voilà, ouais, ça a été un parcours, particulier et en même temps, moi, je dis que mon cancer a été un cadeau parce qu'il a remis l'église au milieu du visage, alors, du village. Évidemment, évidemment, cher payé, mais en même temps, je ne serais pas la personne que je suis actuellement, sans tout ce parcours-là Mmh. et donc voilà et je me rappelle même avoir dit, il y a eu un moment, où j'avais été convoquée par, le médecin conseil parce que ça faisait longtemps que j'étais en arrêt et ça m'avait fait replonger parce que j'étais de nouveau tombée sur, un gars, voilà, pas très cool et de nouveau, ça m'avait replongée en disant: «Bah, c'est moi le dénominateur commun. C'est moi qui tombe sur des pervers, c'est moi qui tombe sur des gens comme ça». Et du coup, j'avais appelé, Léon Bérard en disant: «Je peux pas faire la chimio dans l'état où je suis incapable de subir une chimio, voilà, dans l'état psychologique que je suis». Et la dame m'avait dit: «C'est pour votre cancer» et je dis: «Non, c'est pas mon cancer madame, c'est pas mon cancer. C'est rien mon cancer à côté de ces démarches administratives, enfin, cette bagarre avec la sécurité sociale, vu que j'avais été licenciée pendant mon arrêt maladie, qu'ils avaient pas le droit, la reconnaissance en accident du travail». Enfin, tout ce merdier là, toute cette bagarre, juridique, ces procédures. Alors, oui, je voulais pas lâcher, mais en même temps, je me bagarrais plus pour tout ça que, que pour la maladie, quoi. Donc c'était pas juste, c'était pas normal de se bagarrer pour, juste avoir nos droits, quoi. Mmh. Donc ouais, ça a été très, 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 très formateur tout ça. Mmh. Et après ça, comment, en tout cas déjà merci. Merci d'avoir, partagé ce parcours qui est douloureux, qui est difficile, qui a certainement été, comme tu l'as dit, très compliqué, très difficile. Et merci, pour ta confiance, de le partager aujourd'hui. Ouais, J'espère que ça je pense qu'il faut partager parce que, on m'aurait dit ça, quand j'étais en plein harcèlement. Moi, sortir de chez moi, je me rappelle un jour mon mari me dit: «Mets-toi dehors, il y a du soleil, ça va te faire du bien». Mais j'avais l'impression que le soleil m'agressait, quoi. Et de se dire: «Bon, tu as un cancer» et en fait tu dis: «Bon, ben, OK, je vais prendre soin de moi», mais en fait, tu sais pas trop prendre soin de toi parce que tu sais prendre soin des autres. Alors ça pour ça, il y a pas de souci, mais prendre soin de toi, te mmh, retrouver seule avec toi-même, waouh, c'était pas simple, pas difficile. Donc du coup, ouais, il y a eu, la Flo d'avant, il y a eu la Flo pendant, il y a la Flo d'après, il y aura encore une autre Flo plus tard. Mais oui, moi j'aime partager parce que ça donne de l'espoir, parce qu'on se dit: «Si elle, elle a réussi, pourquoi pas moi?» bien sûr. Et puis on a tout à apprendre. Enfin, voilà. Mmh, Moi, maintenant, je sais que quand il m'arrive une tuile, je me dis: «OK, c'est un cadeau. Tu le vois pas tout de suite, il est un peu mal emballé, mais il y aura un cadeau derrière» bien sûr. et finalement, ça a toujours été le cas. Mais des fois, quand Mmh. on a bien la tête dedans, on voit pas, quoi. Et Ouais, puis ça m'a ouvert à tellement de choses. Ça m'a ouvert à voilà, la maladie, elle m'a fait découvrir, tellement de choses, l'art-thérapie, l'équithérapie, une association fantastique qui s'appelle Hope qui m'a énormément aidée, Chacun son Everest, enfin, il y a tellement de choses. Entre guillemets, je dis, «J'ai eu la chance d'avoir un cancer du sein». Et tu pas un cancer du sein et il y a plein de fois où la porte elle est fermée. Et du coup, c'est pour ça que j'apprécie autant cette association Hope qui accueille tous les cancers, toutes les femmes avec n'importe quel cancer. aujourd'hui tu es coach de vie. Ouais. Yeah. Yeah. Donc, tu accompagnes les personnes, sur quel sujet, si je puis dire? Alors, c'est très varié, j'accompagne, autant alors au début, j'étais partie, que sur les adultes, puis je Mmh. me suis vite rendu compte, je me suis dit: «Ouais, c'est bien les adultes, mais les enfants me manquaient». Donc après, bah, avec mon parcours d'infirmière puéricultrice, j'ai des mamans qui m'ont dit: «Ah, tu prendrais pas ma fille?» tout ça. Mmh. C'était des amis, je dis: «Bon allez, OK, pourquoi pas?» Voilà et puis en fait, je me suis rendu compte à quel point,
enfin voilà, c'est génial d'accompagner les enfants, parce que les enfants, ils mettent très vite en place et du coup, en Mmh. mettant très vite en place, heu, bah, ça montre aussi aux adultes parce qu'ils voilà, les enfants, on les écoute pas assez. Les enfants, le nombre de fois où les adultes sont avec leurs idées, leurs a priori, leurs éducations, voilà et puis vous demandez un truc à un enfant, puis l'enfant, il va poser le truc, il fait: «Ah bah ouais, c'est ça en fait, c'est complètement ça, il a tellement raison». Donc c'est ça que j'aime chez les enfants. Donc du coup, j'accueille, autant, voilà, tout âge, et puis c'est surtout sur, le stress, en fait. Le stress, donc moi je bosse sur, le système nerveux. Donc j'apprends aux personnes, qui étaient, comme moi à l'époque, des dingues du travail, qui aimaient la Mmh. pression, l'adrénaline, le «allez, on y va, toujours plus», à clairement à rééquilibrer cette pression. Parce qu'en fait, tout vient du corps et on croit tous que c'est notre tête qui gère, mais non, notre corps. Et moi, avec tous mes ennuis, on va dire, je m'étais un peu dissociée. J'étais que dans ma tête, à ruminer, enfin voilà, Mmh. à penser au futur, à regretter le passé, pourquoi Mmh. j'avais fait ci, pourquoi j'avais fait ça. Et là, du coup, bah, c'est revenir à l'instant présent, respirer, enfin voilà, des choses, simples, Mmh. basiques, mais pas faciles quand on est, en mode, go, go, go. Moi, je me rappelle, hein, on me disait: «Ah, vous devriez faire de la méditation». Méditation? Mais tu dingue, moi, m'asseoir, pourquoi faire? Moi, même malade, me mettre dans mon canapé, c'était quelque chose de très compliqué. Il fallait que j'ai quelque chose à faire, il fallait que enfin voilà. Mmh. Donc voilà, apprendre à ralentir et voilà pour, donc j'aide aussi, des dirigeants, des entreprises, j'aime aussi beaucoup intervenir dans les écoles, dans les lycées, voilà pour, leur donner plein de trucs et astuces, pour gérer au mieux le quotidien parce qu'en fait, du stress, on en a tout le temps, partout. Une notification qui arrive, voilà et du coup, ça nous fait régulièrement changer d'état et du coup, comprendre comment on fonctionne, comment, notre système nerveux peut nous mettre dans un état de figement ou au contraire Mmh. d'attaque ou de fuite, enfin voilà et retrouver sa sécurité intérieure et ben, c'est juste fabuleux parce que quand on est régulé, quand on est bien et ben, on le partage. Alors que quand tu es bien énervé, bien stressé, ben, oui, tu vas stresser toute la maison, Bien sûr. ou ton travail ou voilà. Donc j'adore ça, je j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça, et puis voilà, je vois surtout les résultats qui sont incroyables et du coup, c'est chouette, quoi. Quels sont les outils que tu utilises? Alors, il y a pas mal, d'outils, comme la cohérence cardiaque, comme des techniques de reprogrammation du cerveau aussi. Mmh. Je me suis beaucoup formée, au Canada avec Annick Laprate et en fait, la puissance de la visualisation, hem donc plein de techniques, heu, où, on a régulièrement des supervisions pour bien avancer, pour bien progresser régulièrement parce que, Mmh. on peut avoir toutes les formations du monde, si, nous, on n'est pas profondément en sécurité, si nous, Mmh. on ne sait pas se réguler, on va pas être aidant pour la personne. Donc il faut être suffisamment solide pour accueillir, ce qui se passe, sans, y ramener à la maison. Donc ça, c'est vraiment ces formations-là m'ont vraiment aidé à me poser, à ralentir, à faire du lien avec tous mes états. D'accord? Parce que souvent quand on est en colère, bah, après on s'en veut, quand on est en mode déprimé, bah, on veut surtout pas être déprimé, on veut voir personne, tout ça, mais en fait faire du lien, bah, c'est OK. Il y a une Flo qui est toujours un peu excitée, il y a une Flo qui est des fois bien déprimée et elle a le droit et c'est OK et je l'aime quand Mmh. même. Donc faire du lien avec tous nos états pour apaiser notre système nerveux et se dire: «C'est OK, je suis pas toute seule là, ça va, tout va bien». Donc ça ouais, bon ça c'est vraiment, ouais, je pense que finalement, c'est un peu, ma mission de vie parce que, enfin, je l'ai tellement vécu dans mes tripes, que maintenant, donner, des outils et partager ça, moi, j'aime beaucoup que ce soit ludique, que ce soit mon côté infirmière pratico-pratique. On perd pas de temps avec du blabla, donc je m'en fous de l'histoire, on va chercher le nœud, on va essayer de savoir, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi cette croyance limitante qu'on va transformer en croyance ressource. Mmh. Donc non, non, Ton c'est passionnant. Ta marque, c'est, Yaka Osé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire, quelques mots? Yaka Osé, c'est le nom de ma société parce que, j'ai pas pu me mettre en auto-entrepreneur parce que, mes soucis de santé, font que, je peux peut-être récidiver ou refaire un cancer donc du coup, auto-entrepreneur, si j'avais des soucis, c'était galère. Donc du coup, j'ai créé ma société, ça me coûte mais c'est pas grave et du coup, fallait un nom à cette société et Yaka Osé, c'est parce que, le cancer, il m'a appris à oser. Le cancer, il m'a appris à oser demander,
Mmh. à oser, faire des choses que j'aurais jamais osé, à l'époque. Hem, oser, monter sur scène pour une comédie musicale, sur le cancer. Oser, faire une photo, de ma cicatrice, au milieu d'un pré, alors que moi je suis extrêmement pudique. Oser, enfin tellement de choses, tellement de choses. Et puis le yaka il vient de Christine Janin qui est, l'ancienne, présidente de À chacun son Everest, qui s'occupe aussi des femmes, en rémission de cancer et puis les enfants également. Et je lui avais partagé, après la semaine de ressourcement chez elle, j'étais arrivée dans un état là-bas, mais vraiment très, très mal, ou vraiment vraiment pas bien, en me disant: «Je sais pas ce que je vais faire de ma vie». Enfin voilà, ouais, je suis à Mmh. la fin de la maladie, mais là je suis un peu paumée, voilà. Et puis j'ai un peu, lâché tous mes voilà, toutes mes peurs, tout ça, là-bas. J'ai fait des trucs, que j'aurais jamais imaginés. Et du coup, je lui partage un projet quand je sors de là-bas. Je lui envoie un email en lui disant: «J'aimerais faire ça, tout ça». Et elle me dit: «Yaka». Et sur le coup, je me dis: «Yaka, elle est pas gonflée, bah, c'est facile pour elle, voilà». Puis après, je me suis dit: «Non, mais le yaka osé, oui, il y a le yaka faucon, mais là, c'était, yaka osé, bah, quand tu es pas bien, appeler une coach et puis aller voir, pour qu'elle puisse t'aider à y voir plus clair». Mmh. Voilà, yaka osé demander, yaka osé, enfin voilà, je dis toujours, c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, c'est plutôt un signe de sagesse. Mmh. Donc voilà. Voilà pourquoi il y a qu'à oser. Et puis c'est dynamique. Génial. Je suis quelqu'un de dynamique. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais combien de personnes est-ce que tu as accompagnées, adultes, enfants? Et ben, ça c'est une très bonne question. Ça fait combien d'années que Heu, tu fais ce métier? alors, ça fait 3 ans, Mmh. que j'ai ouvert ma boîte, sauf que, la première année, c'était un peu feinté parce qu'entre-temps, je suis retournée, travailler, en crèche, dans une micro crèche. Grâce à une femme, fantastique, qui croyait, plus en moi que moi-même. Parce que moi, je voulais pas retourner en petite enfance, Mmh. parce que j'étais tellement traumatisée que je voulais Mmh. pas retourner là-bas. Et elle m'a dit: «Mais Flo, tu es faite pour ça, tu étais juste dans un mauvais environnement, tu étais Mmh. juste pas au bon endroit». Et je la remercierai jamais assez parce que quand on reprend le travail après, 3 ans d'arrêt, bah, votre corps il comprend pas, vous êtes profondément fatigué, bah, évidemment avec la chimio, tous les problèmes cognitifs, de mémoire, de trucs que vous faisiez en 5 minutes, bah, vous les allez les faire en 20 minutes. Ouais, il y avait plein de choses, voilà. Mmh. Et clairement, ouais, clairement, elle m'a tellement soutenue, tellement apporté, elle a été tellement à l'écoute. Je me rappelle un jour où je l'ai appelée, je lui ai dit: «Non écoute, laisse tomber, je suis un boulet, j'y arrive pas, ça avance pas, non mais je serais pas capable et je te donne ma démission là à la fin de la semaine, non, non mais on s'arrête là». Et elle me dit: «Non Flo, tu es juste fatiguée. Donc tu rentres chez toi, tu vas te reposer, tu reviens lundi». Et je crois qu'on était mercredi et du coup, ben, le lendemain, je retournais travailler parce que j'avais dormi toute l'après-midi et que le lendemain, j'étais bien et je me disais: «Oh, Mmh. la chance que j'ai d'avoir une manager qui est à l'écoute, une manager heu, bah, ouais, qui dit: "C'est OK". Et du coup, bah, on a encore plus envie de s'investir, on a encore Mmh. plus envie de faire des choses. Et quand j'ai dit que je voulais arrêter parce que j'avais fait un peu le tour, que j'avais une équipe formidable, que je savais que j'étais faite pour ça, mais que voilà, j'aspirais à d'autres choses de par, ce Mmh. parcours, de stress. Et ben, ils m'ont dit: «Non, mais allez, reste encore, 1 année avec nous, enfin, tu crées ta société», tout ça. Donc la première année, je me suis un petit peu assis là-dessus en me disant: «Bon, j'ai un petit fixe qui arrive et puis, voilà», et puis, bah, du coup, la deuxième année, ben, voilà, faut se faire connaître, faut voilà, donc là, il faut que j'aie encore plus de visibilité pour arriver à avoir un salaire, Mmh. parce que j'en vis encore pas, mais c'est vrai que mon mari me dit: «Oui, il faut quand même gagner des sous». Mais c'est vrai que mes plus beaux, ma plus belle paye, c'est mes retours clients. C'est quand j'ai des retours, où je me dis: «Waouh!» Au début, j'avais du mal à me dire: «Ah, c'est grâce à mon accompagnement ça?» J'avais vraiment du mal et puis maintenant je me dis: «Bah, ouais, comprendre comment, ton système nerveux fonctionne, comment comprendre, utiliser tous ces petits outils, mais ultra simples, mais tellement pas faciles à mettre en Mmh. place parce que notre corps il dit: "Non, non, c'est bon, non, j'ai pas envie, non, mais non». Donc ouais, c'est génial. Génial. En tout cas, je mettrai tous les liens de ton site, de tes réseaux Merci, sociaux qui seront en description pour les personnes qui veulent te contacter, des trop personnes qui chouette. veulent bénéficier
de tes conseils, de tes prestations, de ton coaching, ou même échanger peut-être même sur ton parcours. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'amis qui me disent: «Ouais, j'ai une copine là qui a un cancer, elle peut t'appeler?» Et effectivement, oui, oui, ça c'est quelque chose, voilà, ça me paraît tellement logique d'aider à voilà, j'aurais bien aimé avoir tout ce bagage-là à l'époque donc oui, j'adore, je fais aussi des ateliers arbre de vie, heu, où, en fait, ben, ça permet un petit moment d'introspection là où c'est Hmm. hyper ludique, où on dessine, où enfin voilà et on partage, un petit peu, nos parcours et on va appuyer sur, on va honorer tout ce qui s'est bien passé dans notre vie. Notre cerveau, il est câblé pour, voir ce qui va pas, les manques, tout ça. On est câblé pour ça parce que, ben, ça nous permet de rester en vie, sinon on serait toujours en mode survie et du coup là, c'est, OK, bah, là, on va aller honorer tout ce qui s'est bien passé et des fois, il y a des Hmm. gens qui sont surpris comme moi, à l'époque où je m'étais dit: «Waouh, j'ai mis mon cancer comme cadeau». Bah, ouais, finalement, ça a été un cancer qui a été un cadeau. Ça paraît illogique, mais pour moi, ça a été le cas. Il y en a d'autres qui vont dire: «Ben, moi, avoir pris la décision de me séparer de mon mari, finalement, je me rends compte que, bah, j'ai trop bien fait parce que, là, maintenant, ça va tellement mieux». D'autres qui ont eu, la malchance de démissionner et puis finalement, ben, ils se sont reconvertis. Finalement, ils se sont dit: «Bah, tiens, c'est Hmm. l'occasion ou jamais», voilà. Donc des fois, ouais, voilà, comme je dis, des fois on a des cadeaux mal emballés, mais il y a toujours un cadeau derrière. Waouh, merci beaucoup. Dernière Merci. question, Florence. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Eh ben, qu'est-ce que je peux me souhaiter? Tu peux me souhaiter la santé, ça c'est clairement la priorité parce que sans elle, il y a plus rien. Hmm. Et puis, ben, que ma société, décolle pour que j'en vive sereinement. Ouais, ça serait ça. Et puis, bah, évidemment de la sérénité pour moi et ma famille. Hmm. Ben, je te le souhaite en tout cas. Une bonne Merci beaucoup. santé, toujours, encore et toujours. Et puis, du coup, que ta société puisse prospérer, décoller, d'avoir des personnes que tu accompagnes, qui reconnaissent aussi ton travail, tes conseils, et Ouais, puis alors ça, c'est plein vrai, de ça bonheur. ça se passe toujours. Enfin, c'est vraiment le bouche à oreille. Mais voilà, il faut plus de visibilité encore. Mais j'y crois. Je pense que Bien 2026, sûr. ça sera la bonne année. Je te le souhaite en tout cas. Merci infiniment. Merci pour ce partage. J'étais honorée de découvrir ton parcours de vie qui est inspirant, qui est riche, qui a été douloureux et qui montre ta résilience, ta persévérance et c'est très très inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.